Vous êtes nombreux à suivre cette émission, vous êtes partout à travers le monde, vous nous suivez sur YouTube et sur le local. Merci de votre attention. L'actualité va tourner autour de la qualification, je veux dire l'élimination de Léopard, vous l'avez certainement compris. Il y a eu, les Léopards vont rentrer à la maison, mais réduit, et ça va être très très compliqué pour nous relancer, mais aussi la question de l'Est. Est-ce que nous allons continuer à nous appeler frères ou on va se regarder comme des ennemis? Faut-il la guerre? Faut-il une diplomatie agissante? Qu'est-ce qu'il faut exactement pour remettre tout en marche? Ce sera des questions que nous allons partager tout à l'heure, mais en même temps, la question de sondage. On en parle. Félix Tshisekedi perd dans le sondage. Moïse Katumbi gagne un peu. Bemba perd. Fayulu perd aussi. On en parle tout au long de cette émission. Je reçois 4 journalistes, et les grands et les meilleurs de mon pays. Je commence par Edmond Izouba. Edmond Izouba, comment allez-vous? Opinion Info. Comment allez-vous, cher frère? Merci beaucoup, Christian, de l'invitation. C'est un plaisir de te recevoir. Moi, j'ai été ébloui de voir tout ce qu'il y a comme investissement dans cette chaîne. On se bat. Coup de chapeau. Merci Edmond, on en parlera après, quand on aura fini tous nos sujets, on en parlera. Charles Kenkankou, Amen Télévision, comment allez-vous? Oui, je vais bien, merci beaucoup. Heureux de te revoir. Je suis Ça très sera la content. première fois qu'on discute sur le même plateau. Oui, c'est un plaisir. Merci pour l'investissement, j'ai eu à le dire. Oui, vous l'avez dit, et puis vous avez fait un geste. Voilà. À l'époque. Merci beaucoup. Ah oui, il avait fait un geste. Hein. Il a donné une bouteille de champagne. Il ne pose que des gestes. Il ne pose que des gestes. Très bien. Yves Bouya, on en parle avec vous. Yves Bouya, je rappelle que vous êtes de CNews et avec toujours vos articles assez provocateurs et piquants et même interpellateurs quelquefois. Comment allez-vous? Très bien. Ravi de me retrouver sur ce plateau avec mes frères. Je refuse d'appeler mes frères. Nous sommes déjà nous sommes déjà une famille. Mais surtout qu'on se rencontre dans plusieurs coups. Alors, c'est à chaque fois, nos familles s'appellent, nos enfants se connaissent. Oui. Et c'est la raison pour laquelle je dis que c'est une famille. Et encore merci de l'invitation. Merci beaucoup. Patrick et lesgénies.cd, comment allez-vous? Très bien. Alors, c'est un plaisir pour nous de te recevoir et je préfère commencer avec vous directement. Nous avons le dossier d'abord hydrocarbures, il faut André en parler. Les habitants de Mwanda sont très en colère contre l'affectation de fonds issus de l'exploitation du gaz. Le ministre Didier Boudimou a décidé de la construction à Mwanda d'une université et d'un hôpital moderne à hauteur de 10 millions de dollars. Pour les habitants de ce coin, le fonds issu de l'exploitation du gaz ne doit servir qu'à l'électrification de Mwanda ou rien. Et aussi, une marche avait même été organisée le 25 mars pour protester contre l'idée du ministre. Parlons aussi, toujours dans le même secteur du pétrole, Didier Boudimou qui est déterminé à mettre fin au désordre dans le secteur et booster les recettes dans son ministère. Les vendeurs informels ont été tous sommés de liquider leur stock. Une équipe a été diligentée sur place. D'abord, parlons de cette affaire de Mwanda. Qu'est-ce qui se passe exactement entre le ministre et les habitants sur l'affaire des 10 millions de dollars? J'aimerais d'abord commencer par circonscrire les faits. Les 10 millions procèdent, je dirais, d'une rétrocession que le gouvernement, sur la proposition du président de la République en conseil de ministres, a bien voulu que l'on accorde cela à la ville de Mwanda. Et les 10 millions, comme je le disais, procédaient de l'enveloppe de 65 millions qui a été versée par la Perenco, somme qui comprend plusieurs rubriques, entre autres prime à la signature et l'avancement en termes de taxes suite à la nouvelle donne de Perenco qui va désormais utiliser le gaz qui était dans le temps brûlé, mais il a pris l'option avec le gouvernement de commencer à exploiter le gaz, quel gaz sera transformé en énergie électrique. Il y a d'abord eu ce soupçon de détournement, alors que les 10 millions n'ont jamais été décaissés. À ce jour, les 10 millions sont encore logés dans le trésor public. Ça, c'est la première information. Donc, il n'y a pas d'argent à l'instant. 10 millions. Non, les 10 millions ne sont pas encore sortis des comptes du trésor public. Deuxième mise au point. Il y a eu récemment une table ronde où le ministre, avec plusieurs notabilités de la ville de Mwanda, ont participé. Et il a été question de mettre sur pied un comité, lequel comité décidera sur
les grands travaux à faire. Il n'appartient pas au ministre. Le ministre avait dit, il ne lui appartient pas à décider à la place des habitants de Mwanda qu'est-ce qui est utile à faire avec ces 10 millions. Est-ce que c'est les habitants, je pose la question à tout le monde, est-ce que ce sont les habitants qui doivent définir l'affectation d'un montant si important comme ça, ou c'est un programme gouvernemental que l'on doit suivre? Non, mais moi je pense que c'est des habitants d'élucider le besoin qu'ils ont. Parce que. Donc il n'y a aucun programme de cette somme- l'État pour comprendre toutes ces choses. Et non, bah, c'est-à-dire l'État se rabatte auprès des habitants pour résoudre un problème. Et surtout, nous sommes dans une cité comme Mwanda. Il y a les leaders sociaux de base comme les chefs coutumiers. Nous avons également les chefs d'administration des entités territoriales décentralisées. Ce sont eux qui vont définir le besoin à proposer. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a eu tension, justement, de la population vers les entreprises qui exploitent les pétroles dans cette partie du pays. Pourquoi? Parce que leur ville, leur cité n'est pas développée. Il s'est posé un problème dans le passé. Les responsabilités sociétales des entreprises n'étaient pas prises en considération. Il y a une quantité importante que les entreprises pétrolières ou les entreprises qui exploitent, même dans le domaine minier, qu'elles réservent pour construire, pour rétribuer à la population. Les projets de développement. Et, oui, des projets de développement notamment. Et cette somme a toujours été cachée auprès de la population. La population n'est au courant de rien, la population est pratiquement victime. Voilà les cadres créés aujourd'hui par Didier Boudimbo, les cadres de concertation, les tripartites. Vous avez le gouvernement, vous avez les membres de la société civile et vous avez les sociétés pétrolières ou minières. Très bien, on va aller rapidement. Le cadre de concertation a permis à ce que la population ouvre les yeux. Et moi, je suis d'ailleurs satisfait de voir qu'il y a maintenant une prise de conscience. La population commence même à revendiquer. Et que de l'autre côté, il y a le gouvernement qui accorde une oreille attentive pour que cela soit exécuté dans le délai. On termine avec le dossier. Patrick dit ici que le fonds est là. Mais qu'il n'est pas encore décaissé. Mais justement, parce que il doit y avoir d'abord le projet bancable avant d'affecter les fonds. Donc même, même l'université ou l'hôpital, effectivement, on doit d'abord vérifier l'évaluation. On doit évaluer avant de passer à l'exécution. Surtout à des projets de construction, il faut faire très attention. Il faut qu'il y ait une durée de travaux, il faut qu'il y ait la fin de travaux. Alors, comment ça se passe? Il faut qu'il y ait les rassemblements de matériel, il faut qu'on définisse quelle est l'entreprise qui va gagner les marchés. Donc tout ça, on ne doit pas directement toucher à l'argent. L'argent peut être là, mais l'argent ne sortira que quand on aura une entreprise qui aura gagné le marché. Est-ce que la population demande est manipulée? Non, pas du tout. La population est éveillée. La population n'est pas manipulée. Et je vois ça d'ailleurs dans beaucoup d'entreprises. Attendez, c'est important. Moi, il ne faut pas dire qu'on ne peut pas seulement dire que la population est très éveillée. Il y a une certaine dose de manipulation, c'est manipulation, il faut aussi le comprendre, parce que les mots courent dans tous les sens, disant que cet argent, ça sera entre les mains des notables et dirigeants du Congo. C'est ça aussi le vrai problème. Je vous donne une information au niveau de l'Assemblée provinciale du Congo central. Il y a une motion contre le ministre provincial des hydrocarbures. Je pense que comme nous sommes déjà à l'ouverture des sessions parlementaires ici, cette question sera inscrite. Ça peut tomber le ministre provincial. Ça peut tomber. Vous connaissez le Congo central? C'est une province très compliquée. Peut-être c'est un problème d'information. C'est pas nécessairement une manipulation. C'est une province à problème. Le ministre Boudimbo lui-même est originaire du Congo central. Peut-être qu'il peut poser un geste allant dans le sens de désenclaver les territoires des mandats, mais il peut avoir derrière lui ces détracteurs qui s'opposent, par exemple, à l'idée du ministre. C'est très important. Quand je parle de la dose de la manipulation, on a dans la ville des mandats, nous avons des gens qui sont pro et anti-pouvoir, ils existent. Alors, ils estiment, on va terminer si cet acte est posé par Boudimbo, ça gagne, ça va à l'avantage des Boudimbo. Alors, on va terminer. D'où la raison pour laquelle il faut un peu, je ne confirme pas qu'il y a une grande dose de manipulation, mais il y a un peu une petite dose de manipulation pour à l'idée de comprendre, de donner des explications sur la traçabilité des faits. Alors, on va
terminer ces dossiers avec le prix du carburant et les vendeurs informels. Est-ce que vous avez une idée sur la question, Patrick? Les amis ont si bien complété l'histoire de 10 millions. Donc, il reste à noter que les 10 millions ne sont pas décaissés, donc ne sont pas détournés. Les 10 millions seront affectés et le comité qui a été mis en place de manière assez démocratique sera en charge accompagné de l'IGF, parce que le ministre a souhaité que l'IGF accompagne la traçabilité de cette somme. Ceci étant, il y a eu dernièrement un incendie qui s'est déclaré, qui a causé mort d'homme. Il se fait que depuis fort longtemps, il y a dans cette ville de Kinshasa, pas seulement à Kinshasa, un peu partout, des dépôts qui ne respectent pas les conditions. Et nous parlons de quelque chose de sensible, de quelque chose qui peut causer mort d'homme. Et plus d'une fois, il y a eu mort d'homme. Mais il se fait que cette situation a tellement duré, ça s'est tellement éternisé, que les personnes vivant de ces dépôts ont l'impression d'être dans la légalité, ont l'impression d'être dans le bon droit. Et quand le ministre décide de mettre fin à ces dépôts clandestins, ces personnes que l'on comprend, qui parfois pour certains payent les taxes de l'État. Pour eux, en payant ces taxes, ils ont l'impression qu'ils ont été légalisés, qu'ils ont été normalisés, alors qu'il n'en est pas le cas. La plupart de ces dépôts n'auront plus aucune condition de sécurité. Non seulement ça, mais il y a aussi certains dépôts où on conserve un carburant de contrebande. Mais il y a des gens qui disent qu'ils auraient dû avoir un moratoire. Tout de suite, vous dites fermé et ils n'ont pas de moratoire. Non, il se pose dans ce pays un problème de fermeté. Il y a beaucoup de décisions que les dirigeants ne savent pas prendre, craignant la réaction des riverains, des bénéficiaires. C'est vrai que la population, parlons de ce cas, ça nourrit beaucoup de familles, mais la sécurité, la vie humaine devrait passer en premier. Et donc, il a été décidé de mettre une équipe composée de certains membres du cabinet hydrocarbures, de certains membres du ministère de l'Intérieur, de certains membres de l'administration hydrocarbures. Parce que il n'y a pas que les dépôts clandestins, mais il faut aussi veiller, à ce que les dépôts qui contiennent du carburant de contrebande soient fermés. Mais il se fait que, comme vous avez dit, ils ont sollicité un moratoire. Il n'y aura pas de moratoire. On va les sommer pour ceux qui ont de carburant, qui respectent les conditions de vente. On va les sommer d'écouler leurs produits et fermer ces dépôts. Parce que la sécurité des Congolais prime avant tout. Alors, mesdames et messieurs, nous continuons le débat. Nous ouvrons le débat directement avec la question de l'Est de la République. C'est quand même assez important d'en parler. Qu'est-ce que l'on retient effectivement? Alors, je commence avec Charles Quint, parce que vous avez pris la parole par rapport au biscuit tout à l'heure. Parlons-en, Charles Quint. Le Rwanda, quelle relation y a-t-il entre la RDC et le Rwanda? Joseph Kabila disait en son temps, il n'y a pas de bonne relation. Félix Tshisekedi arrive, Kagame est un frère et que le peuple rwandais est un peuple frère. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le peuple frère fait exactement le contraire de ce qu'un peuple frère peut faire. Nos relations sont à quel niveau et comment voyez-vous la situation RDC-Rwanda? Bon, écoutez, moi, j'ai toujours été convaincu que Kagame n'a jamais démissionné, si vous voulez, de ses ambitions de voir l'Est de la République devenir une partie dépendante du Rwanda. Vous parlez de l'annexion? Oui, bon, il y a les visées expansionnistes avec les Tutsi-Land. Ce projet-là n'a jamais été abandonné par Kigali. Donc, moi, j'ai compris la politique du président Tshisekedi, celle de privilégier à la fois les fonds militaires, la diplomatie et les solutions locales avec les communautés de l'Est. Vous savez très bien que la situation que nous connaissons dans cette partie de la République a des éléments d'extranéité, mais aussi des éléments locaux, parce que il y a des Congolais qui sont en connivence avec les Rwandais, notamment, pour déstabiliser l'Est, pour
occasionné le trafic des minéraux. Donc, s'il n'y avait pas de trahison avec nos propres frères dans cette partie de la République, je ne vois pas comment Kigali allait continuer à s'aimer la pagaille dans cette partie de la République. À qui la faute? Vous, la RDC, ou c'est le Rwanda qui a des idées que l'on peut considérer comme légitimes pour tous les autres pays de vous annexer au cas où vous êtes faible? Bon, à qui la faute? Moi, je commence d'abord par nous-mêmes. La faute n'est pas d'abord de l'État congolais, de Kinshasa. Parce que Kinshasa fait tout pour que la paix revienne dans cette partie de la République. C'est ainsi que nous savons tous comment hier les militaires, la soldatesque de M23 avec les militaires rwandais ont été défaits militairement par les FARDC. Cela veut dire que toutes les fois qu'on sera dans un contexte d'une guerre classique entre des armées, il sera difficile à Kagame et à Kigali de gagner cette guerre. Le gouvernement de Kinshasa fait sa part en pourvoyant des moyens, en donnant des moyens à l'armée pour que l'armée puisse faire le travail. Mais comme il y a des complicités, il y a des félonies avec nos compatriotes de cette partie de la République qui collaborent avec le Rwanda, voilà pourquoi ça nous fragilise. Alors, je reviens aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, bon, malheureusement, les autres ont pu... Non, c'était un autre sujet. Vous aurez dû demander la parole. Exactement. Je suis par là pour dire que nous n'allons pas abandonner les fonds militaires et les fonds diplomatiques, même si nous savons que Kagame n'est pas sincère, parce que toutes les grandes guerres à travers l'histoire ont toujours pris fin autour de la table. C'est le cas aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Oui, mais là, c'était un affront clair, on le connaissait, mais ici, on n'a pas des preuves que c'est l'armée rwandaise qui nous attaque. Bon, ça va être difficile d'avoir... Nous avons tous suivi les communiqués du porte-parole militaire. Qui a été démenti rapidement par le gouvernement rwandais. Mais le gouvernement rwandais a toujours fait cela. Justement, mais alors, donc... Il ne peut pas aujourd'hui accepter clairement devant la face du monde qu'il y a des militaires rwandais sur les sols congolais. C'est tout à fait normal. Yves Bouya, qu'est-ce que vous pensez de cette guerre, en fait, disons de ces problèmes? Il y a des gens, certains experts estiment que le malheur a commencé en 1997. Si on n'avait pas connu le régime de l'AFDEL, on n'aurait pas tous ces problèmes. Et d'autres estiment par contre que notre armée a déjà été fragilisée par le brassage et que certains militaires sont simplement des tentacules de l'armée rwandaise au sein de notre armée. Donc tous les efforts que l'on va mener pour régler le problème, les efforts arrivent rapidement à Kigali. Est-ce vrai ou vous pensez que on a tout simplement des petits problèmes nous-mêmes? Non, moi j'ai aimé, ici j'épouse un peu les petits mots de Charles quand il a parlé de la sincérité. Moi quand j'ai vu les allers-retours du président de la République à Kigali, la manière dont il a voulu fiabiliser, légitimer Kagame, moi je me suis toujours dit, mais le président de la République menait un combat d'arrière-garde. C'était un combat d'arrière-garde parce que Kagame, en ce qui concerne les relations entre les Rwandais et les Congo, Kagame n'a jamais été sincère. Et c'est ce que Tshisekedi n'a jamais compris. Peut-être il a eu la bonne foi de dire, oui, Kabila, c'était peut-être des relations tumultueuses. Moi, je vais tenter un nouveau pari. Mais c'est un pari qui n'a pas réussi parce que les Rwandais, aujourd'hui, ne peut pas vouloir voir un Congo stable. Pourquoi? Non, c'est ça. Le Rwanda s'est construit avec les richesses du Congo. Est-ce qu'on ne s'imagine pas des choses? Non, j'en viens. Non, c'est pas qu'on ne s'imagine pas. Quand je vois aujourd'hui, vous allez à l'île Idjoui avec les CH4, les gaz méthane. Mais qui exploite les gaz méthane? C'est le Rwanda. Aujourd'hui, c'est des usines rwandaises. C'est le Rwanda. Le Rwanda aujourd'hui a les cuivres. Où est-ce que le Rwanda apprend ça? Ah, mais Hollande a le chocolat, où est-ce qu'il trouve le chocolat? Corée a le chocolat, où est-ce qu'il trouve le chocolat? Vous ne dépendez pas d'un pays. Ils ont la Côte d'Ivoire. Oui. Alors, nous connaissons la même mise des Français sur la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Vous avez aujourd'hui Rwanda qui a érigé ses quartiers généraux à Goma. Et tous ces vols à l'international passent par Goma. Mais pourquoi Éthiopien ne vous gêne pas? Pourquoi c'est Rwandais qui vous gênerait? Pas Éthiopien, pas Kenya, pas Ougandais. Non, écoutez, mais c'est de l'argent que la RDC gagne. Écoutez, il faudra encore évaluer ça, cet argent que la RDC gagne. Vous voyez, tu vois un peu, ça installe ça. Vous avez parlé de l'infiltration. Moi, je me dis, est-ce que cette infiltration
ne peut pas passer par cette implantation d'abord des Rwandais chez nous. On ne peut pas négliger ça. On n'a pas de l'infiltration. L'infiltration peut être un mécanisme pour contrôler un pays. Pour mettre en place ce mécanisme, il faut trouver des moyens. Je parle ici des Rwandais. Vous voyez, c'est une imposition par rapport aux entreprises aériennes congolaises ici qui posent problème. Donc, Tshisekedi, je pense qu'il doit comprendre ça. Tshisekedi, vous, a manifesté sa bonne foi, mais il a vite compris que c'était vraiment un pari perdu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qui s'est passé avec Bunagana hier. On a vu, on attend des confirmations des infos fiables. Il paraît-il qu'il y avait des militaires, les FARDC, l'armée loyaliste, qui a quitté son champ d'action, mais aussi qui a quitté les champs d'action. Mais on a vu l'armée ougandaise venir au chevet des FARDC. C'est un message fort. C'est quoi ce message fort? Nous avons ces groupes étrangers. Nous avons les M23 chez nous, nous avons les FDLR chez nous, nous avons l'armée ougandaise chez nous, mais qui se battent sur nos sols. C'est ça les plus grands messages qu'on néglige. Ces armées-là, se battent chez nous, sur nos sols. Et ça, c'est un très mauvais message pour une république qui se dit souveraine. C'est un très mauvais message. Alors, Izuba, la question que je me pose, et je crois que beaucoup se posent aussi, est-ce qu'on n'est pas en train de faire un focus sur le Rwanda? Est-ce que nous ne sommes pas en train finalement de chercher un diable qui n'existe que dans nos têtes? Est-ce qu'on en fait comme certaines personnes disent, est-ce qu'on en fait pas un peu de trop? On a comme l'impression que lorsque le Rwanda tousse, nous on s'est fait des idées. Mais nous, pourquoi le Rwanda n'a pas peur de nous-mêmes un petit peu? Et simplement parce que derrière le Rwanda, il se cache le gros morceau. Lesquels? Les multinationales, les entreprises multinationales. Mais pourquoi nous on ne peut pas coopérer avec financent des rébellions en Afrique? Mais pourquoi nous on ne peut pas coopérer avec les voilà pourquoi on est en train d'intensifier cette voie diplomatique. Peut-être que la voix de la RDC cette fois-ci sera entendue. Je voulais vous apaiser pour dire que si aujourd'hui on organisait les combats contre le Rwanda, on ne fera même pas une demi-journée, la RDC va récupérer le Rwanda. Et Kinshasa ne va même pas s'impliquer, c'est seulement la population de Kivu qui va récupérer le Rwanda. Vous me donnerez raison. Ça dit quoi? Ici, le Congo agit comme maire de tous ces pays qui l'entourent. Parce que c'est le Congo qui a demandé la création d'un accord cadre pour sécuriser la région du Grand Lac. Alors, est-ce qu'il faudrait que la RDC sorte de cet accord pour faire l'affront contre le Rwanda? Est-ce qu'il le fera? Non, du tout. Et pourquoi? Parce que tout ce que nous dénonçons aujourd'hui, c'est connu de toute l'humanité que le Rwanda soutient les forces négatives dans l'est du pays. Mais pourquoi nous ne sommes pas en mesure de soutenir les forces négatives du Rwanda? Dois-je vous rappeler? Parce que nous ne pouvons pas le faire. Pourquoi? Et nous ne saurons pas le faire. Pourquoi? Justement, parce que derrière la RDC, il y a personne. Il y a personne. D'abord, il y a tout un plan dans le passé où on estimait qu'il fallait pratiquement s'apprendre à nos richesses. Et du coup, il passe par le Rwanda, il passe par le financement de rébellions, de mouvements rebelles. Et c'est là, c'est depuis des années. Il y a des rapports, des tonnes et des tonnes des Nations Unies qui confirment la thèse. Le Rwanda, effectivement, nous pousse à la faute aujourd'hui. Il sent qu'il est complètement étouffé avec l'implantation de l'état de siège, mais aussi l'irrédoutable force ougandaise qui est aux côtés de la RDC. Alors, à un moment, quand le Rwanda, parce que vous avez suivi le déroulement de l'évaluation de l'accord cadre, ici à Kinshasa, d'abord le président rwandais s'est absenté. Son absence... C'était déjà pas un très bon signe. Voilà, en tout cas. pas un bon signe, vous voyez. Alors, qu'est-ce qui se passe? On devait avoir le Rwanda et l'Ouganda avec nous. Mais malheureusement, le Rwanda s'est rebuffé et l'Ouganda est venu pour le partage d'abord des informations militaires, des renseignements. Et puis, ça devient maintenant sur terrain. Quand ça avait commencé, on le sentait. On a exporté une guerre parce que le président Félix Tshisekedi a tenté de le faire réconcilier. Le Rwanda et l'Ouganda, ça n'a pas marché. Maintenant, on a comme l'impression qu'on a exporté une guerre qui devrait se passer là-bas et ça se passe chez nous. Le Rwanda ne veut pas sortir physiquement pour combattre les forces des UPDF qui sont ici. Alors, il court derrière les protégés, les personnes qui pratiquement ont demandé eux-mêmes de rester au Rwanda.
qu'on a armé et qu'on utilise Donc, pour c'est le Rwanda, venir c'est attaquer. le Rwanda qui est derrière. Alors, les systèmes C'est aussi officiel, simples. c'est le Rwanda qui soutient le M23. Le Rwanda ne dira jamais officiellement. Mais le Rwanda, il sait utiliser les méthodes. Il a ses propres méthodes à lui. Et il le fait avec le rebelle, comme aujourd'hui. Les rebelles de ADF deviennent impuissants parce que vous avez suivi les communiqués de l'armée, qu'ils ont récupéré les coins et les recoins, les localités, même le petit village où étaient logés les ADF sont récupérés. Alors, il sort maintenant une autre artillerie, c'est les boucliers humains, c'est le M23. Peut-être que c'est la dernière fois, comme ils ont reçu la frappe hier de la force loyaliste que nous avons, le FRDC, et les IPDF qui sont avec nous. Je pense que c'est les derniers avertissements. Alors, et vous avez aussi, au-delà de ça, c'est que le Rwanda s'est toujours victimisé. Cet aspect des choses a été internationalisé par Paul Kagame. Ils ont gagné le Partout génocide. Ils ont gagné le respect du monde entier à cause de ça. Ils ont aussi, ils ont aussi les soutiens de l'Amérique, des Américains, les soutiens même militaires. Ils ont aussi intégré les donc, ils ont aussi, voilà, pas. justement. Donc, nous, aujourd'hui, avec la diplomatie, bon, aujourd'hui, c'est vrai, nous pouvons minimiser pour dire, voilà, on fait de voyages en vain. Par exemple, ce que j'ai vu à Dubaï, c'est un grand message. On en parle de Dubaï, parce qu'aujourd'hui, on présente, les problèmes est qu'on nous attaque, mais en même temps, l'humanité veut nous présenter comme la capitale du viol. C'est là où s'exécutent des crimes les plus abominables de l'humanité. Nous ne pouvons pas accepter ça. Et aujourd'hui, nous sommes entièrement déterminés pour bouter d'ailleurs toutes les forces négatives. Voilà pourquoi on est même en train de forcer Kadeko, qui sont nos frères, les rebelles qui sont en Ituri. Codeco, pardon, d'abandonner les armes. T'as dit toujours de l'argent, c'est Codeco. C'est Codeco. D'abandonner des armes pour regagner la voie de la loi et soit faire la politique. Mesdames et messieurs, il faut rappeler que plus de 400, on les appelle les combattants du bas de la montagne, on les appelle les Chinamouilima. C'est ça, non? Chinamouilima, en bas de la montagne. Ouais. Parce que les Codeco, il y en a 3. Il y en a les loups de la montagne, les loups de la montagne, et puis il y a les combattants du bas de la montagne, et puis il y a un troisième. Ils sont tous venus, c'est les Chinamouilima, je pense. Comment on appelle encore montagne en Swahili? C'est parti. Donc, c'est en fait... Bon. Alors, Patrick et Ali, la question, elle est simple. Que visent les Rwandais en dehors de prendre la terre? Parce que ça, c'est une histoire légendaire, on a connu, on a entendu parler. Mais quels sont véritablement les intérêts voilés du Rwanda? Qu'est-ce qu'ils veulent au point, si on crédite la thèse, de soutenir les forces armées? Qu'est-ce qu'ils visent exactement? J'aimerais d'abord revenir dans votre introduction. Vous avez cité l'ex-président, M. Kabila, qui disait que les relations avec le Rwanda ne sont pas bonnes. Mais dans la suite de cette même citation, il a dit qu'il fallait continuer les efforts, il fallait travailler pour maintenir les relations de bon voisinage. Et je pense que c'est ce qu'a essayé de faire le président actuel. Il a essayé par plusieurs façons de maintenir ce rapport de bon voisinage. Mais on constate que sa bonne foi, que sa volonté, que, je dirais, sa prédisposition à mettre le cadre pour ce bon voisinage ne rencontre pas la bonne foi de M. Kagame. Parce que, visiblement, M. Kagame, comme l'a dit Charles Lequin et les autres amis, là, je vais maintenant répondre à votre question, continue à entretenir les visées qu'elle a toujours eues. Quelles sont ces visées? C'est les visées économiques d'abord. C'est faire main basse sur les richesses de l'Est de notre pays. Mais voyez-vous, quelque chose a échappé à beaucoup d'observateurs. Est-ce que vous savez que depuis un certain moment, le Rwanda qui était coté de manière extraordinaire à la hausse, à la bourse, avec le coltan qu'il ne produit pas, qu'il n'a pas, avec l'or qu'il ne produit pas, qu'il n'a pas, mais depuis un certain moment, la cour est en baisse. En baisse. Depuis qu'il y a
L'état des sièges. depuis l'état des sièges, c'est en baisse. Alors que on sait que les coltons et même l'or dont se targue d'avoir le Rwanda proviennent des lieux où se tiennent les guerres. Donc ça c'est la première visée de M. Kagame. C'est laisser l'Est du pays dans l'instabilité pour faire main basse sur nos richesses. La deuxième visée, c'est la visée originelle de la guerre d'invasion de l'AFDEL, parrainée par le Rwanda, qui a mis monsieur le général James Kabarebe comme chef d'état-major ici au Congo. Cette visée est liée dans leur souci, dans leur but expansionniste de dominer le Congo. Malheureusement, cette visée a été facilitée par la guerre d'invasion de l'AFDEL. À ce jour, dans presque tout l'appareil sécuritaire, il y a des Rwandais. Est-ce que c'est fait à dessein? Est-ce que c'est des concours de circonstances ou vous pensez que c'est programmé à partir de Kigali? Je pense que la visée expansionniste a germé dans Kagame, pour ne pas dire chez les Rwandais, a germé dans Kagame au fur et à mesure. Au fur et à mesure. En regardant votre faiblesse, en lisant vos faiblesses, en regardant je vais nos placer par faiblesses, ici, je vais placer par là. Il se dit, je peux faire de ce pays une espèce de, je dirais, de potiche, pour reprendre une expression qui était chère à M. Fayoulou, quand il aimait bien s'en prendre à son ex-frère. On parlera de frère. Non, on peut en parler. On peut en parler tout justement. On peut être frère, on peut s'appeler frère, mais... On n'entretient pas des relations de fraternité. Vous m'avez arraché les mots. Oui. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que monsieur le président a appelé monsieur Kagame frère que cela veut dire qu'ils ont de relations saines. Très bien. Ils ont et ils doivent continuer à avoir des relations diplomatiques pour espérer une issue qui sera autre que la guerre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai posé la question sur mon compte Twitter pour demander comment sortir de ce bourbier. Parce que c'est la question que je voudrais qu'on en parle pour terminer. Je dis comment? J'ai posé cette question. Et là, beaucoup de personnes ont rebondi en disant il faut faire la guerre. Il y a beaucoup d'options, effectivement. Il faut faire la guerre, couper les liens économiques, couper les relations diplomatiques. Même diplomatiques, d'ailleurs, on en parle, mais il faut rappeler l'ambassadeur congolais du Rwanda. Voilà. Il faut renvoyer celui-ci, celui du Rwanda qui est ici. Mais c'est quoi la voie de sortie? J'ai réfléchi, je me suis dit, oui, Mouzé demande aujourd'hui de faire la guerre. Mais ce bourbier avec le Rwanda a commencé. Ça va faire 25 ans. Et M. Mouzito était Premier ministre. À l'époque où il était Premier ministre, les exactions étaient, je dirais, de courbe ascendante. Oui, avec Jules Moutegoussi, Laurent Kunda. Mais cette option de faire une guerre frontale avec le Rwanda n'avait pas été envisagée. Mais ce n'est pas pour dire que si elle n'était pas envisagée hier, qu'elle ne peut pas être envisagée aujourd'hui. Maintenant, la question de se poser, sommes-nous prêts? Est-ce que vous êtes prêt financièrement? En termes d'effectifs, financièrement, en termes d'information d'abord. Attendez. Êtes-vous prêt? Attendez. Financièrement et militairement. Oui. C'est bien beau. C'est bien beau. Mais quelle armée nous avons? Quelle armée nous avons aujourd'hui en termes de commandement? Parce que n'oubliez pas que c'est cette armée qui a subi des brassages. Bien sûr. Des mixages. Le coup était très fort dans le brassage. Hein. Vous êtes colonel là-bas et quand vous allez venir dans l'armée régulière, vous êtes colonel. La plupart du temps que l'on demande à certains officiers qui sont postés à l'Est de muter dans d'autres zones, ils refusent toujours. Ils refusent toujours. Très bien. Ils se comportent toujours à l'Est. Et pour vous, c'est quoi la solution pour ne plus vous donner la parole au sujet de l'armée, de cette histoire du Rwanda? Concluez. C'est quoi votre proposition? Si je n'ai pas la prétention de vous êtes demandé de donner je n'ai pas la prétention de dire aujourd'hui que j'ai par ma réflexion la solution qui peut sortir le pays du bourbier. Mais si j'ai un conseil à donner à Félix Tshisekedi, à donner à ce gouvernement, la question de l'Est est une question
de haute importance. Il ne faut pas que cette question soit traitée à la légère. Parce que l'espèce d'imbroglio qui vient d'avoir lieu ces 48 heures, où vous avez l'armée qui accuse le Rwanda d'avoir fait pénétrer ses militaires, et où vous avez un autre son qui semble être discordant. Ceci ne prête pas à la sérénité. Charles-Quint Kankou, je reviens à vous, Charles-Quint. La question est celle de savoir comment on fait pour sortir de la crise. Il y en a qui pensent qu'il faut faire directement la guerre. Il y en a d'autres qui pensent qu'il faut construire les murs qui vont nous séparer du Rwanda. Mais Edmond connaît très bien le coin. Edmond sait que pour quitter Goma, pour aller à Bukavu, vous êtes obligé de passer par le Rwanda. Si vous ne voulez pas vous faire kidnapper par les coupeurs de route. Mais sinon, vous allez de Goma à Rwanda. Et faire moins de temps. Et moins de temps, mais de Goma à Bukavu directement. Et donc, vous aurez de la peine. Qu'est-ce qu'il faut faire, Charles-Quint? Merci beaucoup. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas faire directement la guerre contre le Rwanda. Parce que les Rwandais ne font pas directement la guerre. Ah donc il faut qu'on utilise les mêmes moyens. Les Rwandais ne font pas directement la guerre. Donc nous, on ne peut pas aujourd'hui violer les droits internationaux, aller envahir un État souverain comme le Rwanda. On ne peut pas faire cela. Parce que, vous l'avez relevé ici, le Rwanda a démenti le fait qu'il y a ces militaires à côté des M23. Et comme Edmond a dit, les parrains du Rwanda ont entendu. Hein, les parents du Rwanda ont entendu que le Rwanda n'est pas dedans. Donc si vous les attaquez, les parrains du Rwanda vont dire, c'est vous les agresseurs. Aujourd'hui, je sais que la République démocratique du Congo a de bonnes relations avec aussi les mêmes parrains là. Donc Kagame est un félin, c'est un malin. Il sait qu'il ne peut pas aujourd'hui revendiquer les opérations militaires des M23. Il ne peut pas dire que c'est lui qui instrumentalise les M23 parce qu'il sait que ça sera une violation du droit international. Mais alors, maintenant, le problème que nous avons, je reviens sur ça, le problème que nous avons est que les Rwandais continuera à nous faire la guerre aussi longtemps qu'on aura toujours des cas de trahison à l'interne. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous avez les M23, ce sont des Tutsis qui sont congolais à l'aune de la loi, ils sont congolais. Donc, mais en même temps, ils travaillent avec les Rwandais pour nous déstabiliser. Donc, vous voyez que sur ce point-là, la solution, le cheval de Troie qui constitue les Tutsis ne peut prendre fin, ne peut être tué parce que j'ai parlé de cheval de Troie, que si la République démocratique du Congo, renforce son pitié de la défense. Parce qu'aujourd'hui, pour gagner n'importe quelle guerre, pour que nous puissions nous faire respecter, il faut d'abord renforcer les piliers de la défense. Est-ce que vous pensez que le Rwanda nous respecte, Charles-Quint? Non, le Rwanda, pour le moment, ne peut pas nous respecter parce qu'il connaît nos faiblesses. Ou nous-mêmes, nous ne nous respectons pas assez. Nous-mêmes, nous ne nous respectons même pas. Nous ne sommes pas sérieux. Mais je peux aujourd'hui affirmer que les FARDC, face à l'armée rwandaise, en tout cas, je ne vois pas comment l'armée rwandaise peut défaire militairement les FARDC. Mais Charles-Quint, on dit que l'armée rwandaise est mieux équipée. C'est autant d'hélicoptères, c'est autant de chars de combat, c'est autant de munitions. Et eux, ils ne sont pas sous embargo. C'est vous qui êtes sous embargo. C'est parce qu'il a été levé l'embargo. Bon, l'embargo, nous avons appris, la MONUSCO avait dit que l'embargo concerne les groupes rebelles, pas les forces loyalistes. Selon ce que j'avais suivi de la part des porte-paroles militaires, les porte-paroles de la MONUSCO. Donc, aujourd'hui, je pense que malgré les moyens militaires, les Rwandais, dans l'histoire, les Rwandais a déjà fait la guerre où? C'est nous quand même qui avons... Mais c'est construit après les temps, avec les temps. C'est nous qui avons l'expérience de la guerre. Oui, de 94 en 2000, vous savez que le Rwanda a essayé de se reconstruire. Non, mais l'armée rwandaise ne compte aucun brassage dans cette décennie. Aucun. Non, mais... Pas de brassage. Et toute l'élite militaire rwandaise est formée à l'étranger. Soit en Angleterre, soit aux États-Unis, soit en Israël. C'est des gens extrêmement formés. Christian Bossembe, je peux dire ici, sans la peur d'être contredit sur ce plateau, que nous avons une bonne armée. Et lorsque, aujourd'hui, on publie les rapports des armées puissantes, on est 8e, puissance de fait à l'Afrique,
on est devant les Rwandais. Oui. On est devant les Rwandais. Moi, j'ai dit qu'il faut augmenter sensiblement le budget de la défense Oui. et lutter. Parce que qui dit renforcement du budget de la défense dit quoi? Ça veut dire qu'on doit investir dans les drones. Voilà pourquoi j'avais soutenu la venue en RDC de Recep Tayyip Erdogan, qui aujourd'hui est en train de démontrer à la face du monde qu'avec les drones Baytar, ces drones-là, on peut construire beaucoup de choses, on peut réussir beaucoup de choses. Voilà, que ce soit au Mali, que ce soit aujourd'hui en Oui. Ukraine, cette coopération-là est extrêmement importante. Donc, Très bien. ça veut dire qu'en renforçant les budgets de l'armée, nous pouvons avoir des équipements qu'il faut. Et améliorer Parce les que nous avons conditions. Améliorer aussi les conditions Par exemple, des militaires. regardez Cancun, vous avez une vidéo qui circule sur Internet. Vous voyez les militaires en train de filmer les militaires de Codeco, comme le disait Edmond. Ces gens-là ont des tenues neuves. Mais alors que nos forces loyalistes n'en ont pas. Ce qui fait que, on se pose la question, où ont-ils trouvé des tenues neuves? Les gens disent ça où? Voilà. Donc, nos militaires ne sont pas est-ce qu'ils sont bien traités? Si vous demandez le salaire d'un militaire rwandais, il vous dit déjà combien il gagne. C'est pratiquement 3, 4 fois ou 5 fois les salaires d'un militaire Voilà, donc- au grade correspondant. Donc, exactement, vous avez raison. Les militaires, bon, c'est vrai que depuis que Tshisekedi est arrivé au pouvoir, ça il faut le souligner, le budget de la défense est en train de connaître une certaine modification. Oui. Aujourd'hui, je crois, on est à 250 millions de dollars, ce qui n'était pas le cas hier, même si ce n'est pas encore suffisant. Donc, il faut augmenter sensiblement le budget de la défense. Il faut aussi avoir voté, légiférer, avoir certaines lois contraignantes qui renforcent les sanctions contre tout citoyen qui tombe dans des cas de trahison avec les rebelles, notamment les M23 et beaucoup d'autres groupes armés à l'est du pays. Très bien. Alors, Edmond Izouba, est-ce que, en fait, quand on va parler de 250 millions, comme la francophonie nous suit, on va aller doucement parce que 250 millions, c'est même pas l'argent d'un département militaire aux États-Unis ou dans des pays sérieux. 250 millions, c'est pratiquement rien. C'est pas grand-chose. C'est même pas l'argent de, comme on dit, les fonds noirs ou le fonds secret. C'est même pas l'argent qu'on donne à leurs espions. Mais c'est ce que nous avons pour le budget de l'armée. Alors, comment on va gagner une guerre comme ça? C'est assez grave. Edmond, quelle est la solution à ces problèmes? Mais aussi en même temps, est-ce que nous ne sommes pas en train de payer le conflit entre l'Ouganda et le Rwanda? Est-ce que nous ne sommes pas finalement entre le marteau et l'enclume? Parce qu'à un moment donné, quand vous regardez l'Ouganda, l'Ouganda veut avoir le même marché que le Rwanda. L'Ouganda construit les routes un peu comme le Rwanda qui construit vers chez nous. Alors, est-ce que ce n'est pas une guerre entre le Rwanda qui voit sa proie en train de partir entre les mains des Ougandais? Est-ce que les Ougandais ne veulent pas récupérer finalement tout le pouvoir que le Rwanda a sur nous? Est-ce qu'on ne se trouve pas au milieu finalement? Et sinon, c'est quoi la solution? D'abord, je dois rectifier une chose, c'est que à ces jours, l'Ouganda bénéficie vraiment d'une attention particulière des investisseurs. Il y a Total qui est en train d'investir en Ouganda et cela justifie même ce besoin de l'Ouganda de ne plus entendre de bruit de bottes même auprès de ses voisins. Donc, ça a alimenté ce besoin-là. Et aujourd'hui, en diplomatie, moi, je pense que le Congo est à féliciter. Avant, quand on parlait le Rwanda, on citait aussi Ouganda. Mais aujourd'hui, si nous sommes focalisés à ne parler que du Rwanda, ça veut dire qu'il y a une évolution. Le Congo, désormais, s'est fait accompagner d'un allié de taille qui est l'Ouganda, qui mijotait avec le Rwanda. Et aujourd'hui, nous l'avons avec nous. Donc, avec l'Ouganda, nous pouvons encore faire mieux que le Rwanda. Deuxième chose, c'est que quand j'ai parlé de l'état de siège, c'est parce qu'il y a beaucoup de projets de développement transfrontaliers, je dirais même internationaux. Et ces projets-là, ça passe des fois par le Rwanda. Ça sort vers l'Ouganda, Burundi, ça vient en RDC et tout consort. Quand vous prenez la carte de l'Afrique, ça montre à suffisance que si le Congo, dans sa partie Est, n'est pas développé, on ne peut pas chanter victoire au Rwanda, on ne peut pas chanter victoire en Ouganda. D'où il faut faire la paix. Et ce chemin de la paix n'est pas voulu justement parce que le Rwanda convoite toujours les richesses. Le Rwanda est bâti, je dirais, construit, même sur nos richesses à nous. Alors, comment désintéresser maintenant le Rwanda de nos richesses
c'est une politique qu'il faut appliquer. Parce que l'idée principale, je me rappelais bien quand le président de la République a pris le pouvoir, c'était d'intéresser les sociétés multinationales. Vous avez Google, vous avez Tesla, ouais. Tous ceux qui ah non, mais utilisent... Tesla, il faut passer par l'autre. Hein. Oui. L'autre ne voudra pas que vous puissiez aller dans Tesla. Oui, bah, c'est ça, c'est ce que je dis. Ce sont de plus grands investisseurs. Ah, j'ai rien dit. Moi, j'ai rien dit. J'ai envie de gagner chez moi et voir mon petit enfant. Ça dit quoi? Ça dit que il y a intérêt aujourd'hui de venir investir au lieu de nous créer les problèmes pour récupérer les minerais du sang. Très bien. Et on va créer ce besoin-là. Ce besoin, je rappelle bien, a été créé par le changement des visions diplomatiques que nous avons connues d'ici 10 ans passés, avec le changement du régime aussi. Vous avez l'approche utilisée par Félix Tshisekedi, une diplomatie agissante, et qui est pas celui de faire la guerre parce que nous n'avons pas besoin. Vous avez même vu quand il fallait voter au Conseil de sécurité pour la guerre en Ukraine, la RDC a voté contre la guerre. Donc, je ne vois pas aujourd'hui la RDC se mettre dans une position de va en guerre ou d'un foudre de guerre pour s'attaquer armement au Rwanda. C'est vrai que le Rwanda utilise l'hypocrisie en utilisant nos compatriotes, mais il faut savoir qu'à chaque fois, quand ça saute là-bas, n'oubliez pas à peine les Rwandais venaient d'entrer chez nous parce que là-bas, il y avait du bruit. Mais le mouvement d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que c'est les Congolais qui vont encore vers le Rwanda. Ça dit, quand ça chauffe chez nous, nous avons l'habitude de voir chez l'autre. Donc, nous avons intérêt aujourd'hui à vivre en paix et à pacifier. Et le Congo joue le rôle d'un acteur majeur, principal, pour que règne la paix désormais dans la région de Grand. On termine avec vous, Izouba. Je crois que vous ne Bouya, vous ne partagez pas. Bouya, c'est quoi la bonne piste pour vous? Non, pour moi, la bonne piste. Rupture de relations? Non, il faut... Qu'on renvoie l'ambassadeur rwandais? Non, c'est pas ça. Okay. Il faut changer des paradigmes. Les Rwandais, on l'a dit ici, on n'est pas dans une position de guerre parce que nous sommes faibles. Ça, il faut doit reconnaître ça. On ne peut pas dire que nous sommes 8e sur le plan, notre armée 8e sur l'échelle africaine, mais on a une armée impuissante. Nous sommes faibles, c'est un fait que nous devons reconnaître. On ne peut pas chercher des voies et moyens pour maquiller notre faiblesse. L'armée n'est pas faible. Là, non, ça c'est vouloir maquiller nos faiblesses. Non. Toi, tu as vanté les prouesses de l'armée rwandaise ici. Mais si on mettait sur la balance, c'est que c'est l'armée rwandaise par rapport au FARDC. J'ai refusé de jeter en pâture l'image de notre armée, parce que je suis moi-même républicain. Notre armée, on ne peut pas peser sur la mais balance. Sur le rapport, c'est autre chose. On parle de notre armée devant. Je ne sais pas si l'armée devance l'armée rwandaise, ça, j'en sais rien. Ça dépasse. Nous allons parler ici. Nous allons parler de ce sondage. Je dis, c'est sur base de quoi sont établis ces rapports. Parce que là, on a ici une armée rwandaise qui occupe pendant des années avec ses sous-traitants la République démocratique du Congo, mais nous avons un Rwanda qui nie des fois les faits quand il y a des dégâts collatéraux. Ça pose problème. Nous avons ici deux pays qui sont... Non, écoutez, mais nous là, quand est-ce que nous là, on peut dire, Rwanda, vous avez trop exagéré, maintenant c'est nous qui allons à l'offensive. Par exemple, pourquoi on ne sous-traite pas les forces négatives rwandaises? On ne sous-traite pas. Maintenant, c'est nous qui sommes toujours victimes, c'est nous qui subissons. On peut se réveiller un matin. Regardez les propos de Paul Kagame devant la représentation rwandaise. Qu'est-ce qu'il dit? Nous suivons tout de près ce que fait l'armée ougandaise au Congo. C'est quand même grave. Mais est-ce que c'est respect? Est-ce que c'est le respect? Est-ce que c'est pas un manque de respect? Non. Lorsque Kagame se permet d'étudier même la question de l'état des sièges déclaré par le président. Je vous dis, c'est ça. En disant non, on n'aurait pas dû faire ceci, on n'aurait pas dû faire cela. On vous a parlé ici de l'infiltration. Regardez, après les élections de 2018, ce qui s'est passé. Tout est passé par l'axe Kigali. Ici, la Cour constitutionnelle devait publier les résultats. Là-bas, Kagame, président de l'Union africaine, dit ne publiez pas. Kabila envoie ses émissaires chez Kagame pour discuter. Parce qu'il fallait trouver... J'en viens. Il fallait trouver... Mais mon là, ne mélangez pas. Non, je parle de notre faiblesse comme État, comme nation. Oui. Notre souveraineté que nous bradons. Nous devons accepter ça. Mais c'était l'Union africaine. J'en viens. C'est un peu comme ça qui s'est passé. C'est là où je t'ai dit. On a parlé. Tu as parlé de ça sur l'Union africaine. Mais l'infiltration au niveau de l'armée. Quand vous avez un chef de commandement au niveau de l'armée qui est congolais,
son adjoint, c'est un outil. On n'a pas de l'infiltration. Même cette infiltration, elle est même politique. Mais est-ce qu'on a un nom? C'est là. Est-ce que vous connaissez un tout qui est adjoint non, au général mais congolais? je ne peux pas parler ça. J'ai des éléments sur ça. Je ne peux pas les dire ici parce que c'est des dossiers énormément sensibles. Maintenant, pour je te sais quoi, on va terminer. Nous avons deux pays dans la sous-région, aujourd'hui, qui ont compris que l'opportunité, c'est le Congo. L'Eldorado pour se développer, c'est le Congo. Le Rwanda l'avait déjà compris bien avant, après le départ de Mobutu, avec l'incursion des l'AFDEL, le Rwanda a amassé des richesses ici, le Rwanda s'est construit. Nous avons maintenant un pays comme l'Ouganda, de la sous-région, qui est en éternelle rivalité avec le Rwanda. Ils se disent, c'est que le Rwanda aujourd'hui, c'est le Congo. Alors, tous allons vers le Congo. C'est ce qu'il faut maintenant. Tous là, allons vers le Congo. Est-ce que nous allons nous en sortir? C'est ça là les problèmes. Maintenant, nous, dans ces batailles, dans ces querelles entre Rwandais et Ougandais, où est la part du Congo dedans? Où est la part? C'est moi je vous pose. C'est là la part. Mais moi je trouve pas la part du Congo parce que là maintenant, nous partons perdants. Non, vous avez l'Ouganda en partenariat avec le Congo qui vous construisent des routes. Mais des routes qui vont profiter peut-être demain après-demain aux Ougandais. Comment ça? Non, je dis comment ça. Tu dis comment ça? Qui va profiter aux Ougandais demain après-demain. Nous avons aujourd'hui un Rwanda qui s'est déjà installé ici, qui puise nos richesses. Mais nous, on est là encore, nous sommes en train de rêver. Tu vois sur le plan militaire, nous avons les FDLR ici. Maintenant, l'armée ougandaise entre ici pour traquer les FDLR. Merci. Et quand l'armée est en difficulté, c'est la même armée ougandaise qui va traquer. Proposition, Bouya. Pour moi, proposition, nous devons jouer ce rôle de ces grands Congos qu'on doit jouer. Parce que quand on ne joue pas ces rôles, notre partition, vous avez vu, il y a des petits pays de la sous-région qui jouent ces rôles à notre place. Vous avez l'Ouganda, vous avez le Rwanda, vous avez l'Angola, qui jouent ces rôles. Nous, Congo, nous devons changer de paradigme. Merci. Imposer l'image, la force de ces grands Congos. Je pense que nous serons respectés dans la sous-région. Vous avez parlé comment la diplomatie agissante, vous en parlez, mais en même temps, c'est une diplomatie agissante qui ne fonctionne pas. Très bien, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission. Vous étiez le premier à conclure. Donc, on reviendra à vous. Attendez. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous sommes en train nous débattons sur la question de relation entre le Rwanda et la RDC. Je félicite mes co-débatteurs parce que là, le débat il est assez stable, il est très bien. Les nerfs ne sont pas tendus. Nous parlons RDC, personne ne cherche à avoir raison. Et c'est ce qui fait la beauté de l'émission. Nous prenons le deuxième sujet. Et le deuxième sujet, c'est celui du sondage. Vous avez tous entendu le sondage Bercy. Crédible ou pas crédible, on en parle. Martin Fayoulou a perdu beaucoup de voix, beaucoup de points. Félix Tshisekedi, on a senti dans sa chair, il a perdu beaucoup de points. Et il n'y a que Moïse Katumbi qui s'est tiré un tout petit peu de cette affaire parce qu'il a perdu moins de points. Et que vous avez Bemba qui en a perdu beaucoup plus. Alors, je commence avec vous, Patrick Eyalé. Voici ce que les gens disent. Bercy, c'est Wallon. Et Wallon, c'est contre Fachi. Wallon, c'est pro-Katumbi. Puisque les patrons du Wallon, c'est quelqu'un avec qui un proche de Katumbi aurait étudié, et ils ont amplifié des relations dans ce sens-là. Ce qui fait que il faut présenter un Fachi assez faible et présenter un Katumbi très très fort. Qu'est-ce que ça représente pour la population, ce sondage? Ça reflète la vérité ou pas? J'aimerais revenir en 30 secondes en arrière. Ça vous fera vos minutes. Hein? Oh non, vous avez 5 minutes pour ce sujet. Secondes. Très bien. Bouya m'a fait rire quand il a rappelé l'épisode de Kagame qui devait venir. Aujourd'hui, on reproche le président actuel d'appeler Kagame frère. Mais je me souviens quand Kagame devait venir, qui attendait la venue de Kagame comme la venue d'un Messie? Qui espérait que Kagame vienne ici nous donner des ordres, nous dire qu'est-ce qu'on devait faire, nous dire qu'est-ce qui était bien pour nous? Qui attendait cela? Qui applaudissait cela? La réponse sera sûrement donnée à ceux qui nous suivent. On entre dans notre sujet, allez-y. La guerre russo-ukrainienne nous a suffisamment montré le niveau élevé de la manipulation. Ah oui. On le savait. Non, ça a été prouvé. Pour ceux qui ne le savaient pas, moi je le savais, mais pour ceux qui en doutaient, ils ont eu des preuves que comment on peut manipuler l'information. Moi je l'ai toujours dit, je l'ai toujours su, que les informations sont manipulables. Ah mais là, il y a des sondages. Non. Tout ce qui
caractère qui lie un institut quelconque à l'opinion est sujet à manipulation, est sujet à, je dirais, orienter, voilà. Je vais vous aider à éteindre votre téléphone, je vais vous aider, ne vous en faites pas. Merci. Continuez. Est sujet à orienter de façon à ce que ceux qui croient en ces groupes de médias ou même aux instituts de sondage, C'est réglé, hein, vous pouvez le garder. merci beaucoup, D'accord. subissent cette influence. Moi, j'ai toujours dit, les médias, les journalistes ne sont ni neutres, ni indépendants, ni impartiaux. Mais est-ce que ça ne reflète pas la vérité? Attendez, j'en viens. Les médias et les journalistes ne sont ni neutres, ni indépendants, ni impartiaux. Les instituts de sondage sont là pour orienter l'opinion autant que les médias. Aujourd'hui, on nous dit que M. Katumbi, c'est plus populaire que M. Fayoulou. Oui. J'aimerais que mon ami Bouya, que je taquine pour la deuxième fois, qui a des relations privilégiées avec Fayoulou, nous dise un peu, Au temple de la démocratie. voilà, Enfin, qu'ils nous les- disent un peu comment ils ont ressenti ça à Fort-de-Nance. Ouais. Qu'on nous dise que celui qui aurait obtenu 62%, subitement a perdu les 62%. Ils ont expliqué, ils disent qu'il n'a pas de clarté dans son message. Son rapprochement avec Kabila lui aurait coûté beaucoup de voix. Mais c'est ce qu'on dit. Mais malheureusement, on ne nous dit pas les rapprochements de Kabila, des Katumbi et Fachi ne nous font pas perdre autant de voix. On reproche à Fayoulou un manque de clarté. Oui. Et on attribuerait de la clarté à quelqu'un qui a dit qu'il y a une ligne rouge, que si on fait ça, on fait ci, il quitte. On a fait ci, on a fait ça à 2 fois, à 3 fois, à 4 fois. Monsieur n'a jamais pris de décision. Donc, une personne indécise, mais on le dit que chez lui, il y aurait de la clarté. On a terminé. Mais non, mais non. En une Mais minute, non. oui. Lorsque le premier sondage était sorti, Dieu merci, je n'ai pas attendu le deuxième sondage. J'avais prévenu au premier sondage parce que, je vais utiliser l'expression, je connais le joueur Et son jeu. et son jeu. Très bien. J'avais prévenu que les sondages qui arrivaient allaient donner M. Katumbi comme quelqu'un de populaire. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Je reviens pour faire le lien en ce que je disais. Pour terminer, parce qu'il faut qu'Yvouya parle. Vous n'avez que 5 minutes, là, vous avez fini, vous avez épuisé vos 5 minutes. Donc, on vous donne une prolongation de 30 secondes. Allez-y. Bon, il ne fait aucun doute, Oui. pour ceux qui ont douté, que cet institut de sondage a de liens de copinage avec la sphère Katumbi. C'est comme si vous me demandez, ce journaliste ici, monsieur Rigaud, je ne sais pas moi quoi, le nom m'échappe, il tient encore quel média? Mais Les clercs, Libre Afrique, Afrique Arabia ou, Afrique Arabia. ou je ne sais quoi. Rigaud. Mais qui ne sait pas qu'il a un lien aussi, lui, de copinage avec la sphère katumbiste. C'est comme si, pour parler de moi, mais qui ne sait pas que j'ai un lien comme Bouya, là, privilégié avec M. Fayoulou. Mais pourquoi vous associez Bouya dans vos Non. liens? Il a eu le malheur d'être à côté de moi. Donc, Ok. ne peut donner des crédits à ce sondage que quelqu'un qui apprend à parler politique. Alors, il parce faut y que nous savons tous les liens que Gardez. a cet institut Vous avec aurez- la sphère Vous katumbiste. aurez la parole pour clôturer l'émission. On a fini. Yves Bouya, vos 5 minutes vous sont accordées. Yves Bouya, comment vous voyez ce sondage Bercy? Est-ce que ça reflète la vérité? Est-ce que ça reflète un certain abandon, un désintéressement? Est-ce que la population n'a-t-elle pas vomi Tshisekedi? Non, écoutez, OCB, moi je pense que c'est des très bonnes guerres. Nous sommes dans une perspective électorale, 2023 arrive, et il y a des acteurs politiques ici qui peaufinent déjà des stratégies, c'est très normal. Il faut aujourd'hui jouer avec l'opinion. J'ai paraphrase Ouadé qui disait que une bataille, un procès public, c'est gagne pas devant les cours des tribunaux, mais celle-là, c'est gagne dans l'opinion. Maintenant, c'est chaque leader politique aujourd'hui qui tire les draps de son côté pour comprendre, pour faire passer à l'opinion que je suis populaire, je ne le suis pas, l'actuel président de la République est ce qu'il est. Moi, je pense que les vrais problèmes, les vrais décideurs seront les peuples en 2023.
Les vrais décideurs seront les peuples. On a vu ici aux États-Unis, avec l'élection des Hillary Clinton et Trump, qu'est-ce que disaient les sondages? Les sondages donnaient Madame Clinton favori. Et puis après, on commence avec les médias. On savait. Mais c'était à la grande surprise du monde. On a vu M. Trump passer. Pour moi, les sondages, on peut les faire. Moi, j'ai suivi Patrick dire ici que je l'ai suivi de manière un peu pas très... Je l'ai pas brièvement suivi, mais j'ai un peu méticulé. J'ai essayé de les comprendre. À comprendre, à scripter Patrick dit que c'est un sondage pro-Katoumbiste. C'est des gens qui sont venus de Katumbi, qui veulent mettre Katumbi en perspective. Si cela est venu de Katumbi, tant mieux. Ça, tant mieux. Alors, répondez à sa question. Est-ce que ça vous gêne de savoir que Katumbi passe avant Fayulu? Non, moi si je trouve que c'est des trucs monnayés, tant mieux. Si pour moi c'est monnayé, tant mieux. Parce que ce que Patrick a dit ici, moi je trouve que c'est normal. Parce qu'on sait comment est-ce que les gens perdent, tant mieux. J'ai dit, les grands décideurs, c'est les peuples en 2023. Tu sais qui dit qui présente la République? Sondage 27 qui couille. Tu sais qui dit, chacun peut faire son mais lui, on reviendra. Tu sais, il a fait une vidéo contre l'Expo Dubaï, on en reparlera. Les sondages Bercy, on sait d'où ça vient, tant mieux. On va se réveiller demain. Est-ce que c'est crédible, Bouya? Non, écoutez, d'abord, moi, d'abord, quand ils disent que Fayulu a une alliance avec Kabila. Oui. Mais c'était quoi cette alliance-là? Le bloc. Mais c'était pas une alliance, ça. Mais c'est quoi? Une alliance, c'est qu'on est là dans un deal politique, on se soutient, on y va, on dit j'ai fait des concessions avec toi. Mais c'était ça justement. C'était pas ça une alliance. Ils étaient dans une dynamique. Il fallait nuancer. C'était dans une dynamique. Mais le sondage dit non, son alliance, non. C'est là où je dis c'est ambigu. Donc pour moi, le vrai problème, c'est le peuple en 2023. Tu sais qu'il ira vers le peuple en 2023, il va brandir un bilan. Fayulu qui est challenger de Tshisekedi, qui envie ses postes, ira vers le peuple en 2023, autant Katumbi, autant Bemba, autant Kamere. S'il est dédouané devant les cours et tribunaux, alors ces choix vont revenir au peuple. Le peuple dira quel est ce candidat qui m'offre un programme, parce qu'il vous reste une offre politique. Parce qu'il vous reste encore 2 minutes. Est-ce que vous connaissez Jean-Marc Kabounda? Jean-Marc Kabounda. Oui, c'est le conseiller en communication de M. Fayulu. Mais il fait un travail remarquable. Ben oui, il fait un travail très remarquable au niveau de l'Europe. Bon, oui, remarquable pour moi. Non, je dis il y a un travail remarquable pour la com. Oui, mais j'ai la dit, sensibilisation. mais oui, j'ai dit, je connais M. Jean-Marc Kabounda. C'est le conseiller en communication de M. Fayulu. C'est lui d'ailleurs qu'on appelle 520 gigas. Oui, c'est un garçon, c'est un monsieur très bien installé je crois, à Paris. Oui. Bien qu'il soit occupé, il ne vient jamais ici. Mais tout ce qui est tout ce qui pense, tout ce qui est élément en com de Fayulu, c'est checké par lui en dernière minute. C'est le travail qu'il fait. Mais moi, les sondages... Mais comment vous vous organisez pour réussir un sondage? Parce que depuis que Fayulu est dans cette position, aucun sondage ne lui a donné favori. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est parce qu'il n'est pas très coopératif? Non, moi je ne sais pas. Pas très accessible? Non, moi je ne pense pas que c'est ça. Je vous ai dit ici, c'est une bagarre politicienne. Comme ça. On va se réveiller demain, nous aurons un sondage pro-Tshisekedi. C'est des bonnes guerres. On va voir l'UNC nous émettre un sondage pro-Kamere, bien des fois qu'il est out. On verra les bendistes ici, nous dire ici que Jean-Pierre jusque-là... Ah, mais c'est le mal côté, c'est le mal côté de l'histoire. C'est comme ça. C'est le mal côté du sondage. Tu sais ici, on doit se dire la vérité. Ici, Christian Bossembe. Monsieur Katumbi, comme il est dit, on ne peut pas aujourd'hui minimiser la nuisance de monsieur Katumbi. Quand je dis nuisance, je dis que c'est une machine. C'est une personne qui travaille. Il a un seul rêve fou, c'est légitime. Il veut aujourd'hui succéder à Tshisekedi. C'est trop normal. C'est légitime. C'est légitime. Oui. Autant que Fayulu, autant que Bemba, autant que les autres candidats. C'est normal. Alors, il travaille à sa manière. Fayulu aussi, il a un rêve, c'est aussi légitime. Il travaille à sa manière. Je vois ses déplacements à l'étranger. À l'intérieur du pays. Pour lui, il trouve que moi, pour travailler, pour maintenir cette ambiance, pour sceller ses partenaires avec le peuple, au lendemain de 2018, je dois mener ce travail de terrain. On ne sait pas aujourd'hui ce que fait Kamere en étant en exil. Dès qu'ils se disent aux soins, on ne sait pas. On ne sait pas également ce que fait Oui, non, ça c'est vrai. Non, on ne sait pas ce qu'il fait. On ne sait pas ce que fait Jean-Marc Kabounda en Angleterre. On ne sait pas. Ah, mais lui, il est allé se faire soigner. Oui, toi, tu dis qu'il est allé se faire soigner. On ne sait pas ce que fait Jean-Pierre Bemba,
qui aujourd'hui Il est en accompagne, alliance avec, oui, mais Fachi. il accompagne aveuglément Fachi. Aveuglément, vous dites. Aveuglément par rapport à Katumbi. On ne sait pas ce qu'il fait. Donc Très moi, bien. j'ai dit, On a le terminé avec vrai vous. combat aujourd'hui demeurera le peuple qui va trancher en 2023 Edmond. en lieu et place, excuse-moi, de ces sondages bidons. Edmond Izouba, finalement c'est un sondage bidon. Je crois Edmond pas. Izouba, vous êtes journaliste et vous faites très souvent ces sondages aussi. Justement. Alors dites-nous un peu, quel est le crédit que l'on peut accorder à ces sondages? Est-ce qu'ils reflètent réellement la vérité? Moi, en venant du bureau, je vais vous faire rire. J'ai posé la question à plus de 17 personnes s'ils ont été concernés par les sondages. Ça dépend. Si on leur a posé des questions. Ça dépend des échantillons. Mais ça partait des lignes, ça partait des lignes, voilà, jusqu'ici quand même. Et je posais la question aux gens, est-ce qu'on vous a posé la question sur Bercy? Ils disent non, je n'ai pas rempli un formulaire. Non, bah, c'est-à-dire, c'est pas, crédible? d'abord, le sondage ne se fait pas sur base d'un micro-baladeur. Ah, d'accord. Ça dépend du type des échantillons qu'on va prélever dans Mais c'est les formulaires, la n'est-ce pas? communauté. Ben, c'est des formulaires qu'on envoie. Ok. Moi, par exemple, en ce qui concerne le sondage sur les entreprises de télécommunications, je reçois soit un coup de fil, soit des papiers que je dois remplir. C'est beaucoup de temps. Il faut réserver pour répondre. Souvent, on touche la communauté des intellectuels pour essayer un peu de sortir quelque chose de fondamental. Mais il faut faire très attention avec des sondages parce que au Congo, nous avons quand même, je dirais, des sondages, je dirais, à 80% crédibles comme de Bercy. Mais ajouter Ebouteli qui vient de se rajouter du nombre, Ebouteli qui vient de se rajouter au nombre, ils sont plus basés dans l'Est, partie Est, mais ils sont aussi à Kinshasa. Il y a le point aussi. Oui, il y a les sondages de points qui publient aussi. Moi, j'ai pas dit ça pour que vous puissiez rire. Non, mais ce qu'il faut faire Je suis pas responsable. Non, ce qu'il faut faire remarquer, c'est que le sondage, le point, je prends Charles Quint témoin. C'est pas moi qui demande de rire. Hein. Il est tout seul. Hein. Je suis pas dedans. Oui, donc le sondage, le sondage, oui, parce c'est un institut d'abord. Je sais comment ils travaillent. Okay. Moi-même, j'ai été déjà dans cet institut. J'ai vu, vous ne voyez pas la tête des pandas derrière ça. Il y a même des enseignants de communication qui travaillent. Donc, il travaille, lui, il a une méthodologie de travail. Il travaille avec les institutions de la République. Donc, il les cote à chaque fois quand il y a eu une avancée. Alors, le sondage, ce que nous avons comme Crec, Bercy et puis Ebouteli, donc ça veut dire, ici, il faut faire remarquer à tout le monde qu'il est difficile que quand on dirige, qu'on soit en tête des sondages. C'est très compliqué, et même dans le monde entier. Vous pouvez prendre l'exemple de Macron, vous pouvez prendre l'exemple de Hollande et tout ça. Non, mais je vous dis, Macron est devenu en tête des sondages quand? Non, depuis le début. Non, attendez. Ah, il a perdu avec les gilets jaunes. Hein. Non, il avait perdu sensiblement, quoi. Depuis le début de la campagne, Macron il n'y a pas une médiocrité dans le sondage. Il n'y a pas une médiocrité dans le sondage comme Emmanuel Macron. Alors là, c'est un autre débat. Hein. Oui. C'est un autre débat. Au départ, on parle de quoi? Vous parlez du sondage actuel. Moi, je ne parle pas du sondage actuel parce que le sondage actuel fait partie de la campagne électorale qui a été menée depuis le début de cette année. Ça veut dire quoi? Exactement. Oui, justement. Il y a lieu de ne pas croire. Non, mais il y a Pécresse qui a occupé la tête du sondage. Pécresse n'a jamais occupé. Non, je dis... Revenons, s'il vous plaît, revenons sur le Congo. Donc, j'ai dit, il y a très compliqué d'abord un pays comme la RDC que vous occupiez la tête du sondage. Mais Félix Tshisekedi l'a fait. Mais Félix Tshisekedi l'a fait. Ah, il a fait ça? Oui, l'année passée, il était en tête du sondage. Ah oui, avec le même institut. Voilà pourquoi on n'attaque pas trop le même institut. Non, ça dit quoi? Les sondages, il ne faut pas avoir peur du sondage. Les sondages, ça peut même varier dans 2 secondes. Un tweet peut vous faire descendre le sondage. Un seul acte d'ailleurs. Oui, mais un seul acte. Les gens ne tiennent pas compte. Parce que quand on organise une équipe de communication, moi je vois les politiciens s'en fouter. Mais une équipe de communication, la communication, mais c'est d'abord une équipe qui réfléchit sur des stratégies à appliquer face à une population donnée. Alors, maintenant, les questions que nous pouvons poser, parce que je vois quand même une phobie se dégager autour de ce plateau selon les tendances, c'est de savoir qu'est-ce qui a fait à l'autre d'occuper la tête et qu'est-ce qui a fait à l'autre de baisser dans le sondage. Et qu'est-ce que Félix peut faire comme une solution miracle pour remonter dans le sondage? Alors, ça veut dire quoi? On va terminer. Aujourd'hui, c'est Katumbi. Ça ne veut pas dire que c'est Katumbi qui devient président de la République. Faux et archi faux. C'est lui qui occupe la tête des sondages par rapport à un certain nombre d'actions. Et on a vu que l'année dernière ou au début de cette année, Katumbi a mené des actions politiques
proche de la population. Il a lancé son parti politique, il était à Kisangani, ainsi de Fayoulou? suite. Martin Fayoulou s'est un peu refroidi dans l'opinion. Je ne sais pas si vous constatez ça ou vous faites semblant. Donc, du coup, les actions nourries par Moïse Katumbi l'a fait remonter. Mais vous avez les critiques à l'endroit du président de la République sur ces projets. Tout ce qu'on parle de corruption, qu'on change de gauche à droite et tout ça. Et vous pensez que Oui, c'est vrai, ça dérange un peu. un visage comme ça, un paysage du président tel que présenté peut monter dans le sondage? Je par vois quel les gens très mécanisme? fâchés de moi. Alors, lorsque Kamer était libéré, je vis des gens dire alors, imaginez, qu'est-ce qu'il nous a fait. déjà dans un angle Pourtant, comme la justice, ouais. ça crée un discrédit. Edmond, Alors, terminé. je vais terminer En 30 par là secondes. pour dire, il y a quand même possibilité pour le président de remonter dans le sondage. Ah, C'est-à-dire, comment? en 2023, même 2022, il y a certains ouvrages qui seront livrés. Il y a plusieurs projets qui vont prendre fin. Ça pourra quand même changer la donne. Oui. Parce que vous savez, quand on a lancé le projet des 100 jours, il y avait une sorte de clameur. Le président, si on avait organisé le sondage, il allait descendre. Mais quand on a livré certains ouvrages, il y avait quand même un petit soulagement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même avec le projet du développement de 145 territoires, si On le le fait projet bien. est bien exécuté, ça sera un levier politique important Très bien. qui pourra Merci. faire de Félix qu'il remonte dans le sondage. Merci, que Edmond. les gens ne soient pas paniqués, que Très les bien. gens ne paniquent pas parce On qu'on va cite terminer le nom avec de vous. Katumbi en tête L'émission- ou le nom de tel. Les sondages, c'est comme ça. L'émission C'est une touche à sa étude. fin. Quand vous avez une équipe de communication qui savent bien travailler sur ça, Très on bien. peut vous dire le matin, Monsieur le Président, ces derniers temps, vous avez baissé dans le sondage. Merci Edmond, on a passé 71 minutes, on va terminer. Charles Equin, la même question, le sondage, quel est le crédit que vous accordez à ce sondage? Est-ce qu'il y a une once de vérité? Qu'est-ce qui vous fait rire, Isouba? Vous dérangez Bouya, vous dérangez Vous l'émission. me confondez. Allez-y, ben, je confonds toujours. Bon, Dites-moi, écoutez, votre point de vue. je peux dire maintenant là qu'on a encore rien vu. On n'a encore rien vu. Dans des Les sondages plus sondages accablants en faveur de viendront. Katumbi, on en aura à tirer la rigo. Ça, ce n'est qu'un début. Ça, moi, je le sais. On en aura beaucoup. C'est Parce pas que ça, regardez j'y ce crois qu'il pas. va dire, par exemple, ici. Ouais. Il dit que si Katumbi est monté dans le sondage, c'est parce qu'il a créé son parti politique. Donc, le fait de créer un parti politique, c'est être proche du peuple. C'est ça ce que je m'avais dit. Non, il Non, a le énuméré sondage, c'est une pas série ça. de choses. Les sondages, c'est pas ça. Il a Les plusieurs sondages, c'est la actions. visibilité, Les c'est... faits qui ont fait que Katumbi puisse monter, Ouais. c'est le fait qu'il ait créé son parti politique. Et cela fait de lui quelqu'un proche du peuple. C'est ce qu'il a dit ici. Non, j'ai dit l'opinion. Non, l'opinion. mais Bon, c'est très ça. bien, on y va, on évolue. L'opinion, c'est quoi? Ok, on évolue. L'opinion, Vous c'est avez quoi? utilisé le mot. On évolue. Mais on pourquoi évolue. il a fait, c'est Je ne peux pas l'opinion? comprendre comment, je ne peux pas comprendre comment quelqu'un qui se bat jour et nuit pour avoir des mandataires avec, au sein de l'Union sacrée, quelqu'un qui se bat pour arracher des postes à la CENI, quelqu'un qui partage les bilans avec Félix Sekedi peut lui monter dans le sondage. Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, voyez-vous qui aujourd'hui s'oppose Mais très radicalement, en tout cas. très radicalement Ouais, à Sekedi, ouais. lui baisse dans le sondage. Je ne comprends pas ça. C'est pas quelle mécanique ça. C'est quelle magie, Ouais. quelle alchimie. Je ne comprends pas. Donc, Katumbi a posé à quelle action jusque-là? Est-ce que c'est le fait qu'on voit dans les images, il a des poissons à gauche, à droite, hein, il est en coupé et tout ça, ou bien il est en train de pagailler sur la Ça peut terre ferme, influencer, ça influence. dans une pirogue. Tout ce que nous faisons, ça le fait qui influence. fait qu'il puisse monter dans le sondage. Non, mais on doit quand même arrêter ce type de distraction. On doit arrêter ce type de distraction. Moi, je n'accorde aucun crédit à ce sondage parce que je savais très bien que après qu'il essaye montrer aux gens que nous sommes crédibles, voilà pourquoi Tshisekedi est en tête de sondage, je savais que la suite allait être autre chose. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Très bien. Et nous continuerons à vivre cela dans les jours à venir. On termine avec vous, Charles Equin. Qu'est-ce que vous pensez de l'Expo Dubaï? Pour cette Kikouni, c'est une vaste blague. Le chef de l'État a perdu beaucoup d'argent.
Il dit même qu'il confond le trésor public à sa propre poche. Et je rappelle que monsieur Seth Kouni était, vous le savez, ancien candidat aux élections présidentielles. Et donc, il dit pour lui que Félix Tshisekedi se trompe, il puise dans la caisse du trésor pour son propre plaisir. Expo Dubaï, c'est une je ne sais pas si M. Seth Kouni a vraiment des idées nettes sur qu'est-ce qu'est l'État, je ne sais pas. Parce que, est-ce que Dubaï, qui a organisé cette expo-là, c'était pour amuser la galerie? Tous les pays du monde qui sont allés là-bas, on a vu le président Kenya, beaucoup d'autres pays, présidents des pays africains qui étaient allés à Dubaï, là-bas, avec leur pays, tout ce qu'il y a comme organisation, structure de leur pays, société, entreprise. Ils ont allé faire ça là-bas, ils ont allé démontrer à la face du monde quelles sont les potentialités de leur pays, qu'est-ce qui peut attirer certains investisseurs à venir investir dans leur pays. Donc, tout ça, c'est de la vaste blague pour cette Kikouni. Je ne sais pas, donc, cela veut dire que lui, demain, lorsqu'il sera président de la République et qu'il y aura Expo Chine, Expo tout ça, il n'enverra pas les sociétés de son pays pour aller là-bas présenter à la face du monde la culture, les potentialités, les occasions et les opportunités d'investissement. Donc ça démontre vraiment qu'il y a une myopie intellectuelle dans les chefs de cette Kikouni. Ils ne comprennent pas c'est quoi un État. Le message est passé. Edmond Izouba, en une minute en tout cas, qu'est-ce que vous en pensez? Expo Dubaï. Moi, je pense que ce sont des propos déclassés d'abord. On ne peut pas traiter de Dubaï comme si le président de la République avait sorti l'argent de sa poche. C'est l'État congolais qui a pris l'option d'aller se représenter. Et pour moi, j'estime que dans la vague sensibilisation qu'on a sur le plan touristique, culturel et pourquoi pas diplomatique, c'était très important. C'est vrai, le voyage comme ça dépense beaucoup. Nous avons beaucoup de priorités, mais il ne faut pas limiter le Congo seulement sur le besoin que nous avons ici. Il faut penser à la diplomatie. Ouais. La diplomatie, c'est un levier qui nous apportera beaucoup au Congo. Si aujourd'hui nous changeons ne serait-ce que le message qui a été relayé depuis toutes ces années, la RDC pourra bénéficier de l'attention de toute l'humanité. Et du coup, aujourd'hui, si on est en train d'apprécier le Rwanda, je vois d'autres journalistes relayer même des infrastructures qui sont opérationnelles au Rwanda et dans d'autres pays. C'est parce que le Rwanda a investi beaucoup dans une diplomatie et ça a payé. C'est vrai, aujourd'hui, on parle du Sénégal, mais on sait que c'est les Chinois qui sont en train de construire au Sénégal. Il y a des ponts, il y a des stades, et tout ça, c'est des Chinois. C'est la banque chinoise, Bank of China, qui est en train, Exim Bank of China, qui est en train de mettre la main dans la pâte aujourd'hui. Il suffit qu'une image soit changée dans l'opinion internationale pour que l'attention soit tournée vers la RDC, et nous aurons une manne, je dirais, d'investissement qui pourra nous booster dans beaucoup de projets. Yves Bouya, vous êtes allé vous-même à Dubaï, vous revenez de là, Expo Dubaï, pour Seth Kikouni, candidat aux élections présidentielles passées. C'est une vaste aventure. Écoutez, moi, bon, excusez-moi, c'est une réalité que j'ai vécue. Par exemple, notre stand, ça n'a pas été construit avec l'argent des Congolais. Ça a été construit par l'argent mis par les Qataris. J'avais sur une ligne budgétaire de 1,5 million. Les Émirates. Les Émirates. Pas les et Qataris. C'était classé parmi les Congos pour construire son stand. Ça a été classé parmi les Congos, les pays moins avancés. Au même titre que l'Érythrée, l'Éthiopie. Vous comprenez un peu. Donc, nous avons connu certaines difficultés et il fallait trouver l'argent. Alors, ce qu'il faut comprendre dans cette expo, c'est que le Congo est allé présenter ce qu'elle offre comme opportunité d'affaires. C'est ce qu'il faut comprendre. La raison pour laquelle vous avez vu dans la pourtant lui-même, Seth Kikouni, c'est un homme d'affaires. Dans la délégation. Malheureusement, il les achète là-bas. Non, lui, il est fabricant. Ça c'est un détail. Notre stand a été construit sur base de ça. Des pays moins avancés, PMA, ça on doit retenir ça. Alors, c'est la raison, je disais ici, c'est la raison que vous avez vu dans la délégation du ministre du Commerce extérieur, il y avait plusieurs autres ministres. Il y avait la FEC, la Fédération des entreprises du Congo. 8 ministres au total qui ont exposé,
et avec la FEC. Et après les exposés de ces différents ministres, il y a la FEC qui a discuté en B2B avec certains investisseurs. Maintenant, ce qui reste, c'est notre sérieux en termes d'engagement, en termes d'investissement. Très bien. Et là, la charge revient au gouvernement. Je vous laisse la parole pour terminer cette émission. Votre point de vue. Merci. Est-ce Mais que vous savez que... très rapidement. Hein. Je vais être succinct. D'accord. Si vous organisez un événement et que vous invitez Génie.cd, dont je suis le promoteur, mais je refuse de venir, à la place, j'envoie mon directeur de publication, ou qu'est-ce que j'ai encore. C'est un manque de respect. Parce que l'invitation m'a été adressée en tant que promoteur. Donc, monsieur Kikouni aurait voulu que le Congo qui a été invité envoya, je ne sais pas, le ministre de la Pêche ou de l'Agriculture, pendant que les pays mieux nantis que nous se sont eux-mêmes représentés à travers le chef de l'État. Comme l'Afrique du Sud. Mais j'ai vu aussi les Kenyans, on dirait. Hein. Plein de pays. L'Ouganda aussi. Ouais, ouais. Avons-nous le luxe de narguer des pays qui peuvent aujourd'hui investir au Congo? Mais parfois, il y a des gens... Je vais parler des sondages. Mais combien d'investisseurs on a déjà amené? Il y a des gens qui, pour monter au sondage, se sont obligés de faire le sac tambac. Ils sont obligés de faire le populisme. Parce que ça entretient une espèce de, je dirais, d'admiration par rapport à certaines personnes. Si. Ils se déconnectent de la réalité. On a dit ici qu'on est allé dépenser de l'argent. Heureusement que Bouya, que l'on connaît pour ne pas être tendre avec le chef de l'État, était là-bas. C'est une réalité. Certaines personnes qui sont allées de la FEC, ils se sont pris en charge. Faut pas rigoler. Et il a dit, il s'est informé que les stands ont été même financés par ce pays-là. Donc le Congo n'a pas dépensé de son argent là-bas. Le Congo n'a pas dépensé. Le Congo est allé répondre à une invitation. Il y a certes des dépenses, mais des dépenses utiles par rapport à l'auteur de l'événement et par rapport aux espérances attendues. Quand vous parlez d'un investissement, je me rappelle encore d'une phrase que disait le ministre Boudimbo, et même Mobutu l'a dit, il ne faut pas attendre la magie. Il ne faut pas que les gens pensent que certaines choses, c'est comme le micro-ondes. Aux yeux, au tchébulo que chauffer une minute aux yeux au lit. Non. Très bien. Merci, mesdames et messieurs. Waouh. Ça fait 4 ans que je n'ai pas présenté une émission comme ça. Et aujourd'hui, je suis revenu. Je ne sais pas comment vous l'avez trouvé d'abord. Épreuve de feu. On fait le sondage. Épreuve de feu. Je vais vous avouer. Je vais vous avouer. Ouais, si on fait le sondage. Je vais vous avouer une chose. J'ai du mal à répondre maintenant à certaines émissions, débattre avec certaines personnes. Parce que il y a beaucoup d'incivilité, beaucoup d'attaques personnelles. Mais quand vous m'avez appelé, vous m'avez présenté les invités, j'ai dit sans souci. Et c'est des gens, je ne le dis pas pour les flatter, c'est des gens avec qui j'aime débattre. Parce que nos positions sont connues. Nos opinions sont connues. Mais il y a de la civilité. Il faut que je dise aux téléspectateurs, quand j'appelle, j'ai appelé en premier et allé, j'ai dit, les voici les castings, il dit, je n'ai pas de problème avec eux. J'ai appelé Charles-Quint, il a dit, je n'ai pas de problème, il a tout de suite accepté. J'ai appelé Edmond, bon, quand j'ai dit qu'il y a Yves Bouya sera là, non, je dois dire, hein, c'est Edmond qui a décidé qu'Yves Bouya soit là. Ils m'ont dit, non, il faut que Bouya soit là. J'ai dit, ben, écoute, il n'y a pas de problème, Bouya, c'est... J'ai composé ces plateaux avec on a composé ensemble. Tu as comploté, là. Tu as comploté. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, en tout cas. Merci, Edmond. Merci d'être passé. C'est le premier numéro de cette émission. Nous estimons que ça va aller plus loin que ça. Non, ça n'ira. Merci, Charles-Quint. Vous savez que j'ai toujours déviagé vos premières émissions. Ah, ça c'est vrai. Merci également. Merci beaucoup. Bouya, on se rappellera que cette émission sera la première, le premier numéro, mais on va continuer, on va essayer de le faire. Sinon, Hervé et Thomas le fera de temps en temps. Mais moi, je serai là aussi pour essayer d'aider les autres à faire bien leur boulot. Merci d'avoir été nombreux. Vos commentaires, vos questions, eh bien, ça sera tout le monde. Je vais leur retransmettre. Est-ce que vous avez besoin de donner les coordonnées de chacun d'entre nous? Non, ça va. Mesdames et messieurs, écrivez, demandez-moi les coordonnées, je vous les donnerai. Que la peur quitte vos esprits et que Dieu bénisse les RDC.